Tu as déjà vécu ça. Tu as un objectif, tu sais exactement ce que tu dois faire, tu as les ressources, le temps, les capacités. Et tu ne le fais pas. Ou tu commences et tu t'arrêtes. Et tu recommences et tu t'arrêtes encore. Jusqu'au moment où tu te retrouves dans le même endroit qu'il y a 6 mois. Avec les mêmes excuses, les mêmes promesses, les mêmes regrets qui s'accumulent. Et tu te demandes, pourquoi? Pourquoi est-ce que je me sabote? Pourquoi est-ce que j'agis contre mes propres intérêts? Pourquoi est-ce que ma tête semble parfois être mon pire ennemi? Ce n'est pas un manque de volonté, ce n'est pas une faiblesse de caractère, ce n'est pas parce que tu n'es pas fait pour réussir. C'est parce que ton cerveau obéit à des programmes que tu n'as pas choisis et que personne ne t'a appris à reprogrammer. Dans cette vidéo en 2 parties, on va changer ça. On va décrypter les mécanismes exacts qui te bloquent et on va construire, étape par étape, une stratégie mentale réelle. Celle que les stoïciens appliquaient il y a 2000 ans et que la psychologie moderne vient de confirmer. Mécanisme 1. Le pilote automatique. Les neuroscientifiques ont établi une statistique qui devrait te faire réfléchir. Entre 40 et 95% de tes actions quotidiennes sont automatiques, pas décidées, pas choisies. Automatiques. Des habitudes, des réflexes, des réponses conditionnées que ton cerveau exécute sans consulter ta conscience. Tu te lèves le matin, tu vérifies ton téléphone, tu fais le même trajet, tu réagis aux mêmes situations de la même façon, tu penses les mêmes pensées récurrentes. Tout ça sans jamais vraiment décider. Et le problème, le vrai problème, c'est que la plupart de ces automatismes ont été installés non pas par toi, consciemment, en fonction de ce que tu veux devenir, mais par des expériences passées, par ton environnement d'enfance, par des peurs enregistrées avant que tu aies l'âge de les questionner. Autrement dit, tu te bats pour construire une vie que tu choisis avec un cerveau qui applique des programmes que tu n'as pas écrits. Épictète formulait ce problème avec une clarté qui coupe à travers 2000 ans. La plupart des hommes ne vivent pas leur vie, ils subissent leur vie. Ils croient choisir, mais ils ne font que réagir. La vraie liberté commence quand tu te rends compte de la différence. La vraie liberté commence quand tu te rends compte de la différence entre réagir, automatiquement, selon des programmes installés sans ton consentement, et choisir, délibérément, selon les valeurs et les objectifs que tu as décidé de porter. La stratégie mentale commence là. Pas dans la motivation, pas dans la discipline, dans la conscience de tes propres automatismes. Parce qu'on ne peut reprogrammer que ce qu'on a d'abord observé. Mécanisme 2. La voix qui sabote. Tu as une voix dans ta tête, tu la connais. C'est elle qui dit « tu n'es pas prêt » juste avant que tu prennes la parole en réunion. C'est elle qui dit « ça ne marchera pas » juste avant que tu lances un nouveau projet. C'est elle qui dit « qui tu crois être » juste quand tu commences à croire en toi. C'est elle qui dit « tu vas échouer comme la dernière fois » juste quand tu t'apprêtes à essayer encore. Les psychologues appellent ça le dialogue intérieur négatif, ou plus précisément le critique intérieur. Et les recherches sont claires. La grande majorité des gens ont un dialogue intérieur spontané qui est significativement plus négatif que positif. Pas parce qu'ils sont déprimés, parce que le cerveau humain est câblé pour la survie, et la survie passe par l'anticipation des dangers. La voix négative n'est pas ton ennemi, elle était un outil de protection. Le problème, c'est qu'elle traite une opportunité professionnelle avec le même niveau d'alarme qu'une menace physique. Elle traite le risque de l'échec public avec la même intensité que le risque de mourir. Et toi, si tu ne sais pas comment interagir avec elle, tu la crois, tu lui obéis, tu laisses tes décisions être prises par une voix qui a été programmée pour la survie, pas pour l'épanouissement. Marc Aurèle, qui gouvernait l'Empire romain et qui avait donc des raisons légitimes d'avoir des pensées anxieuses, s'écrivait à lui-même dans ses pensées « Si tu es affligé par quelque chose d'extérieur, la douleur ne vient pas de la chose elle-même, mais du jugement que tu as d'elle. Et ce jugement, tu as le pouvoir de le retirer immédiatement. » Le jugement, tu as le pouvoir de le retirer. Ce n'est pas nier la réalité, ce n'est pas de la pensée positive creuse, c'est reconnaître que la voix intérieure n'est pas la réalité, c'est une interprétation de la réalité. Et les interprétations peuvent être changées. Voilà la deuxième pièce de la stratégie mentale. Apprendre à observer ta voix intérieure sans lui obéir automatiquement. Mécanisme 3. La résistance. L'écrivain américain Steven Pressfield a décrit dans son livre « La guerre de l'art » un phénomène qu'il appelle simplement la résistance. Et quand tu comprendras ce qu'il décrit, tu reconnaîtras immédiatement quelque chose que tu vis chaque jour. La résistance, c'est la force invisible qui s'oppose à tout ce qui est important, créatif, courageux dans ta vie.
Elle se manifeste chaque fois que tu veux faire quelque chose de valable, écrire, créer, construire, te transformer, aimer vraiment. Elle prend 1000 formes, la procrastination, l'auto-sabotage, la peur du ridicule, la perfectionnisme paralysant, la distraction compulsive, la fatigue soudaine qui arrive exactement quand tu t'apprêtes à travailler sur ce qui compte. Et voici ce que Prestfield dit de plus important. La force de la résistance est proportionnelle à l'importance de ce que tu essaies de faire. Plus ton objectif est significatif pour ta croissance, plus la résistance est intense. Ce n'est pas un signe que tu n'es pas fait pour ça, c'est un signe que tu es exactement là où tu dois être. Sénèque, qui avait lui-même lutté toute sa vie entre ses ambitions de sagesse et les tentations du monde, écrivait à lui-même dans ses pensées « Tout ce qui est grand est difficile, et plus c'est difficile, plus la victoire est belle. Le vrai ennemi n'est pas la tâche, c'est la résistance en toi qui dit qu'elle est trop difficile. Le vrai ennemi est intérieur. Et la stratégie mentale pour vaincre la résistance n'est pas de la combattre frontalement, c'est de la reconnaître pour ce qu'elle est, un signal, et de commencer quand même. Pas dans les grandes conditions parfaites, maintenant, imparfaitement, sans attendre d'être prêt. Parce que la résistance n'attend pas que tu sois prêt pour commencer. Et toi, tu ne peux pas attendre d'être prêt pour commencer. Les 3 premiers outils. On vient de voir les 3 mécanismes qui sabotent ta stratégie mentale. Maintenant, les 3 premiers outils pour les contrer. Outil 1. L'observation sans jugement. La première compétence de toute stratégie mentale, c'est la capacité à t'observer toi-même sans te condamner ni te défendre. Observer quand tu es sur pilote automatique. Observer quand ta voix intérieure parle. Observer quand la résistance se lève. Pas pour t'analyser en boucle, pas pour te juger, juste pour voir, avec la même neutralité qu'un scientifique qui observe un phénomène. Les stoïciens appelaient ça la prosoké, l'attention à soi, et Marc Aurèle la pratiquait chaque soir. Qu'ai-je fait aujourd'hui? Qu'ai-je pensé? Comment ai-je réagi? Sans sévérité excessive, sans complaisance, juste l'observation honnête. 5 minutes chaque soir, un carnet, 3 questions. Qu'ai-je fait depuis ma conscience aujourd'hui? Quand ai-je été sur pilote automatique? Qu'est-ce que j'aurais voulu faire différemment? Outil 2. La règle des 2 minutes. La résistance se nourrit de l'ampleur des tâches. Plus tu imagines la tâche comme massive, difficile, longue, plus la résistance est puissante. Contre-attaque, réduis la tâche à quelque chose de si petit qu'elle en devient absurde de refuser. Tu dois écrire 2000 mots? Commence par écrire 2 phrases, juste 2. Tu dois faire du sport? Mets tes chaussures, c'est tout. Tu dois commencer ce projet? Ouvre le document, rien de plus. La règle des 2 minutes, issue des recherches en psychologie comportementale, dit ceci. Si tu commences quelque chose pendant 2 minutes, tu continues dans plus de 80% des cas. Parce que la résistance est maximale avant de commencer. Une fois commencée, elle s'effondre. Outil 3. La question de choix. Chaque fois que tu es sur le point d'agir automatiquement, consulter ton téléphone, procrastiner, répondre impulsivement, manger par anxiété, éviter une conversation difficile, pause. Et pose-toi une seule question. Est-ce que je choisis ça ou est-ce que ça se passe sans que je choisisse? Ce n'est pas une question pour te culpabiliser, c'est une question pour réveiller ta conscience, pour insérer un espace entre le stimulus et la réaction, pour te rappeler que tu as le choix. Épictète appelait cet espace la proérèse, la faculté de choix délibéré, et il disait que c'est dans cet espace-là que réside toute la liberté humaine. Avant de passer à la deuxième partie, la plus importante, la plus profonde, je veux que tu te souviennes de ce que tu viens d'apprendre. Ton cerveau n'est pas ton ennemi, tes automatismes ne sont pas des défauts, ta voix intérieure négative n'est pas la vérité sur toi. Ce sont des mécanismes, des programmes, et les programmes peuvent être reprogrammés. Mais pour ça, il faut aller plus loin, il faut aller dans la racine, dans la question la plus difficile de toute stratégie mentale. La question que la partie 2 va poser directement. Pourquoi est-ce que tu résistes à ta propre grandeur? Il y a une vérité inconfortable que la plupart des coachs et des livres de développement personnel ne disent jamais. La voilà. Tu ne te sabotes pas parce que tu es faible. Tu te sabotes parce que, quelque part, tu as peur de réussir. Oui, peur de réussir. Pas peur d'échouer, ça tu l'as entendu partout. La peur de l'échec est bien documentée, bien comprise, bien exploitée par l'industrie du développement personnel. Mais la peur du succès, la peur de ce qui se passe quand tu réussis vraiment, elle est beaucoup plus rare à entendre. Et pourtant, c'est souvent elle qui est au cœur de tout.
Ce que tu vas découvrir dans cette deuxième partie, c'est la stratégie mentale la plus profonde qui soit. Celle qui ne s'arrête pas aux techniques et aux outils. Celle qui va dans la racine de qui tu es et de qui tu veux vraiment devenir. Laisse-moi t'expliquer pourquoi la peur du succès est réelle et souvent plus puissante que la peur de l'échec. Quand tu échoues, tu restes dans un territoire connu. Tu sais comment gérer l'échec. Tu as des stratégies. La rationalisation, l'excuse, l'autocompassion, l'espoir du lendemain. L'échec fait mal, mais il est familier. Le succès, lui, est un territoire inconnu. Et le cerveau humain, comme on l'a vu dans la partie 1, est câblé pour préférer le connu à l'inconnu, même si l'inconnu est meilleur, même si le connu est douloureux. Mais il y a autre chose, quelque chose de plus profond encore. Le succès change ta vie. Et ça, c'est terrifying à un niveau que la conscience n'articule pas toujours clairement. Si tu réussis vraiment, tes relations vont changer. Certaines personnes vont s'éloigner, parce que ton succès leur renvoie un miroir inconfortable de leur propre choix. D'autres vont apparaître, que tu ne connais pas, dont tu ne sais pas ce qu'ils veulent vraiment. Si tu réussis vraiment, tes responsabilités vont changer. Tu ne pourras plus te cacher derrière le statut de celui qui essaie encore. Tu seras celui qui a. Et avec ça vient une exposition, une exigence, une impossibilité de l'excuse. Si tu réussis vraiment, ton identité va changer. Et ça, changer d'identité, c'est peut-être la chose la plus effrayante qui soit pour un être humain. Parce que même si l'identité actuelle fait souffrir, elle est connue, elle est toi. Marc Aurèle formulait cette résistance au changement d'identité avec sa précision habituelle. L'obstacle n'est pas dans le monde extérieur. Il est dans la représentation que tu as de toi-même. Changer cette représentation et l'obstacle disparaît. Change la représentation de toi-même. C'est ça la vraie stratégie mentale. Pas gérer tes émotions, pas améliorer tes habitudes. Changer la représentation fondamentale que tu as de toi-même. Les psychologues ont un concept qu'ils appellent l'identité narrative. L'histoire que tu te racontes sur qui tu es. Et cette histoire, construite depuis l'enfance à partir de tes expériences, de ce que les autres t'ont dit de toi, des succès et des échecs que tu as traversés, cette histoire devient progressivement une prison invisible. Tu as une histoire sur tes capacités. Je ne suis pas quelqu'un de discipliné. Cette histoire te permet d'expliquer pourquoi tu ne tiens pas tes engagements et elle te dispense d'essayer autrement. Tu as une histoire sur ta valeur. Je ne mérite pas vraiment ce que je veux. Cette histoire justifie chaque fois que tu te contentes de moins, et elle te protège de la douleur de tenter vraiment. Tu as une histoire sur ta légitimité. Ce n'est pas pour moi. Cette histoire maintient une frontière entre toi et ce qui t'attire le plus, et elle te garde dans l'espace confortable de celui qui observe plutôt que celui qui fait. Ces histoires ne sont pas des vérités. Ce sont des constructions, des hypothèses que tu as transformées en certitudes, faute de les avoir questionnées. Épictète, qui était né esclave et qui était devenu l'un des philosophes les plus respectés de Rome, avait une opinion tranchée sur ces histoires. Ce ne sont pas les événements qui façonnent les hommes. Ce sont les histoires que les hommes se racontent sur les événements. Change l'histoire et tu changes l'homme. C'est révolutionnaire, parce que ça signifie que la limite n'est pas dans ta situation. Elle n'est pas dans tes ressources. Elle n'est pas dans ton passé. Elle est dans le récit que tu te fais de tout ça. Et le récit peut être réécrit. Voici maintenant quelque chose qui va peut-être changer ta façon de voir la discipline, la motivation et l'effort. La plupart des gens vivent la discipline comme une contrainte, comme quelque chose qu'on s'impose de l'extérieur, une règle qu'on suit parce qu'on devrait, une obligation dont on essaie de s'acquitter sans trop souffrir. Et avec cette vision-là, la discipline est épuisante. Elle est fragile, elle tient tant qu'il y a de la motivation. Et la motivation fluctue, baisse, disparaît. Les stoïciens avaient une vision radicalement différente. Pour eux, et en particulier pour Marc Aurèle, la discipline n'était pas une contrainte. C'était une expression d'amour, un amour de soi-même, un amour de ce qu'on peut devenir. Marc Aurèle l'écrivait dans ses pensées avec une intensité qu'on sent encore aujourd'hui. Lève-toi, fais le travail qui t'est assigné, va-t'en après l'avoir fait. N'aie honte de rien, sois fier d'avoir fait ta part. Et souviens-toi, tu t'es levé pour être pleinement humain, pas pour végéter dans la chaleur de tes couvertures. Tu t'es levé pour être pleinement humain.
Ce n'est pas une menace, ce n'est pas une injonction culpabilisante, c'est une invitation à traiter chaque acte de discipline non pas comme une punition, mais comme un cadeau que tu te fais à toi-même. Chaque fois que tu fais ce que tu as dit que tu ferais, tu construis quelque chose de précieux, pas un résultat, une identité. Tu deviens quelqu'un sur qui tu peux compter, quelqu'un qui tient parole d'abord à lui-même. Et cette identité-là, celle d'un homme ou d'une femme qui fait confiance à sa propre parole, c'est la fondation sur laquelle toute stratégie mentale durable peut être construite. Je veux maintenant te donner la stratégie mentale complète. Pas des astuces, pas des hacks, une architecture. 4 piliers que tu construis dans l'ordre. Pilier 1, l'identité d'abord. Avant de changer tes habitudes, change ton identité. Pas en te répétant des affirmations creuses devant un miroir, en te posant une question réelle et en y répondant honnêtement. Qui est l'homme ou la femme que je veux être dans 1 an? Pas ce que tu veux avoir, pas ce que tu veux faire, qui tu veux être. Écris-le, précisément, en une phrase. Je suis quelqu'un qui agit depuis ses valeurs, pas depuis ses peurs. Je suis quelqu'un qui fait ce qu'il dit. Je suis quelqu'un qui choisit la difficulté courte plutôt que le confort long. Puis, chaque matin, pose-toi une seule question. Est-ce que mon action d'aujourd'hui correspond à qui je veux être? Pas à ce que je veux atteindre, à qui je veux être. Pilier 2, l'environnement comme allié. La volonté est une ressource limitée. Elle se fatigue, elle fluctue, elle est influencée par le sommeil, le stress, la faim, les émotions. Ne compte pas sur la volonté seule. Construis un environnement qui rend tes bonnes décisions faciles et tes mauvaises décisions difficiles. Si tu veux lire le soir, mets le livre sur ton oreiller. Range ton téléphone dans une autre pièce. Si tu veux faire du sport le matin, prépare tes affaires la veille au soir à côté de ton lit. Si tu veux manger mieux, ne stocke pas à la maison les aliments que tu ne veux pas manger. Ce n'est pas de la faiblesse de construire un environnement favorable, c'est de la sagesse. Sénèque le disait. Commence par organiser ce qui est autour de toi, ensuite seulement demande-toi ce qui est en toi. Pilier 3, la préméditation malorum comme bouclier. Les stoïciens avaient une pratique que la psychologie moderne a redécouverte sous le nom de mental contrasting, la visualisation des obstacles. Voilà comment elle fonctionne. Avant de commencer un projet important, tu visualises non seulement le succès, mais aussi les obstacles. Les moments où tu auras envie d'abandonner, les situations qui vont déclencher ta résistance, les émotions difficiles qui vont se lever en chemin. Et pour chaque obstacle, tu prépares une réponse, pas en espérant que les obstacles n'arrivent pas, en sachant qu'ils vont arriver et en décidant à l'avance comment tu vas y répondre. Marc Aurèle pratiquait ça chaque matin depuis son camp militaire. Commence le matin en te disant « Aujourd'hui, je vais rencontrer des obstacles, des déceptions, des difficultés. Je suis prêt et aucun d'eux ne pourra me dévier de mes valeurs. » Cette simple pratique, 5 minutes le matin, réduit de façon spectaculaire l'impact de l'adversité sur ta capacité à agir. Pilier 4, la récompense intérieure. Le dernier pilier est le plus contre-intuitif et peut-être le plus puissant. Cesse de faire dépendre ta satisfaction de résultats extérieurs. Cesse de te dire « je serai content quand j'aurai atteint cet objectif ». Parce que quand tu atteins l'objectif, le cerveau déplace immédiatement la ligne et tu n'es jamais vraiment satisfait. Commence à trouver la satisfaction dans le processus lui-même, dans l'effort, dans la cohérence, dans le fait d'avoir fait ce que tu avais dit. Épictète, qui possédait littéralement presque rien, qui était un ancien esclave vivant dans la simplicité la plus totale, et qui est pourtant décrit par tous ses contemporains comme l'un des hommes les plus sereins et les plus joyeux de son époque, disait « La richesse ne consiste pas dans l'abondance des possessions, mais dans le peu de désirs. Et le bonheur ne consiste pas dans l'atteinte de tes objectifs, mais dans la qualité de l'homme que tu deviens en les poursuivant. » La qualité de l'homme que tu deviens en les poursuivant. Ce déplacement-là, de l'extérieur vers l'intérieur, du résultat vers le processus, de l'avoir vers l'être, c'est le cœur de toute stratégie mentale durable. Je veux finir avec quelque chose que Marc Aurèle s'écrivait à lui-même. Quelque chose de tellement simple qu'on pourrait le passer en revue sans le voir. Il écrivait seul dans son journal, alors qu'il gouvernait l'empire le plus puissant du monde, « À chaque aube, dis-toi, aujourd'hui j'aurai affaire à des gens indiscrets, ingrats, arrogants, déloyaux.
mais j'ai vu que la nature de ceux qui font le mal est liée à leur ignorance. Et moi qui comprends cela, je ne peux pas être blessé par eux, car personne ne peut me nuire si je ne le décide pas. Personne ne peut me nuire si je ne le décide pas. C'est la stratégie mentale ultime. Pas une technique, pas un outil, une pratique de toute une vie construite à force de pratiques quotidiennes, que ce qui se passe en toi ne dépend pas de ce qui se passe autour de toi. Que ton état intérieur n'est pas la conséquence de tes circonstances, qu'il est le résultat de tes choix. Et que ces choix, chaque jour, dans chaque situation, face à chaque obstacle, tu peux les faire depuis tes valeurs plutôt que depuis tes peurs. C'est ça la stratégie mentale. Pas un programme de 6 semaines, une pratique de toute une vie. Et elle commence maintenant, avec la question la plus simple et la plus difficile qui soit. Qui est-ce que je choisis d'être aujourd'hui ? On vient de parcourir beaucoup de terrain ensemble. Les mécanismes qui sabotent, le pilote automatique, la voix intérieure, la résistance, la peur du succès, l'identité comme prison ou comme fondation, les 4 piliers de la stratégie mentale. Si tu devais retenir une seule chose, une seule, ce serait celle-ci. Tu n'es pas tes automatismes. Tu n'es pas ta voix intérieure. Tu n'es pas ton passé. Tu es la personne qui peut choisir à chaque instant d'agir depuis ses valeurs plutôt que depuis ses peurs. Et cette personne-là, elle existe déjà en toi. Elle attend juste que tu commences à la laisser prendre les décisions. Dis-moi dans les commentaires, quel est le mécanisme qui te bloque le plus en ce moment ? Le pilote automatique ? La voix intérieure ? La résistance ? La peur du succès ? Je lis tous les commentaires. Et si cette vidéo t'a donné quelque chose de valable, partage-la, parce que cette conversation mérite de se propager. À très vite.